ce soit dans les forces armées, dans la marine marchande ou au pays, a été beaucoup plus considérable que ce qu'on pouvait attendre d'un pays ayant une population à ce moment-là de seulement 12 millions. Les Canadiens ont toujours donné plus que ce qu'on leur demandait. To understand why Canadians met this great challenge with such courage, we must accept and cherish the idealism that inspired the young men who rest here. We must seek the source of their idealism with its stubborn faith in the possibilities of peace and of a better world. Only then can we hope to understand the sons and brothers, fathers and friends who lie here and whose memories are sacred to free people everywhere. True idealism is founded on a clear-eyed view of the dangers and a readiness, nonetheless, to act. All those who are buried here must have understood that war is the sorriest admission of human failure. But they also knew that 50 years ago, the price of peace was war. They recognized that this was the apocalyptic battle between good and evil, between oppression and freedom. Whatever happened to them individually, they knew they were battling for life, the life of democracy. And they recognized that the battle was being waged against the death of the human soul that comes from being enslaved. Toujours le même dilemme, C'est grâce à le ces prix de la jeunes paix, combattants de la guerre à disparus l'époque. C'est un peu le sens et du la message de liberté M. et la Latoche. démocratie règnent aujourd'hui au Canada et en France. Grâce à eux, nos deux nations sont prospères et souveraines et nous tenons le flambeau de la paix en tant que partenaires et alliés dans les missions internationales de maintien de la paix. So as we honor the souls of those young Canadians, let us become heirs to their idealism, their faith, their love of country. L'idéalisme, Let la us foi, remember, l'amour de leur pays, de humbly ceux and qui sont venus au front. Soyons les héritiers de leur foi, de leur idéalisme. As citizens of Canada and France today. And let us dedicate ourselves solemnly and without hesitation to building a better, more peaceful world, one worthy of the bright young lives, the hopes and the dreams that were extinguished on that June day all those years ago. Thank you, je vous remercie. Alors donc, si le prix de la paix, c'était la guerre, bâtissons un monde meilleur.
Guard of honor, stand at 8. Stand easy. Le président de la République, le premier ministre et Mme Chrétien et le gouverneur général, M. Natation, vont quitter les lieux de ce cimetière, donc, où je note qu'au soir du 6 juin, parce qu'il y a des hommes, enfin, une fois qu'on avait pris pied, qui continuaient de débarquer. Il y avait presque 21 000 Canadiens qui étaient là. Juste avant de quitter le cimetière, Bernard, le président Mitterrand, doit signer, et M. Natation, sans doute, et M. Chrétien, doivent signer le livre d'or, le livre des visiteurs du cimetière. Et dans son allocution tout à l'heure, le gouverneur général faisait mention du rôle que le Canada continue à jouer dans la force de maintien de la paix. Ben oui. Je vous signale qu'il est fort possible, même probable, que le premier ministre, dans quelques jours, allonge un peu son voyage en France et aille se rendre à Sarajevo pour aller rencontrer les soldats canadiens, les casques bleus, qui œuvrent là-bas. Alors, il faudrait que ce soit mercredi, c'est ça? Non, en fait, ce serait vraisemblablement jeudi qu'il se rendrait là. Parce que demain, mardi, il a des activités ailleurs en France. Il va à Saint-Malo et à Poitiers rencontrer le président du Sénat, M. Honoré. Et ensuite, il se rend à Paris jeudi et c'est vendredi qu'il se rendrait vraisemblablement à Sarajevo. C'est bien le président Mitterrand qui avait fait une visite surprise à Sarajevo, hein, je crois. Oui. C'était le premier, enfin. J'ai sauté une journée, là. Pardon. Pardon, Bernard, j'ai sauté une journée. Effectivement, ce serait jeudi, vous avez raison. Et vendredi, nous reviendrions au Canada. Ah, c'est bien le président Mitterrand, je pense qu'il était le premier. Ça avait été tout un coup d'éclat, un certain dimanche, sans rien prévenir. Ça avait été hautement couvert par la presse qui était sur place, mais qui avait fait une visite éclair. Avec les Canadiens qui protégeaient l'aéroport, justement. Oui. Dans ce cas-ci, ce sera encore une visite éclair. On parle de quelques heures seulement que M. Chrétien passerait à Sarajevo. Vraisemblablement, il s'y rendrait en hélicoptère. Alors, le président Mitterrand va poser sa griffe. Dans ce livre souvenir. M. Pasqua accompagne, qui est ministre de l'Intérieur, qui est le ministre, au fond, de la Sécurité intérieure, de la police et tout, accompagne régulièrement le président de la République. M. Kellien, est-ce qu'il y a une raison particulière ou... bon, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Pasqua, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'il soit de toute... qu'il accompagne régulièrement son président? Je ne crois pas, non. M. Chrétien, il va à son tour. Donc, c'est... Il y avait un joueur de cornemuse tantôt. Encore dans le film, le jour le plus long, ça a été immortalisé, ça aussi, ou presque, avec le groupe qui a atterri du côté britannique, les parachutistes. Il y avait un joueur de cornemuse qui accompagnait le commandant de la 6e division britannique, n'est-ce pas? Qui devait même, je suppose, le précéder. Oui, mais et qui est encore ici, cette fois-ci, qui vit toujours et qui est en France en ce moment. Et qui vient régulièrement. Qui s'appelle Bill Millin, Oui. mais qui a écrit, enfin, dont on a traduit récemment les souvenirs, et il explique qu'il n'a pas joué de cornemuse en traversant le pont de Bénouville, contrairement à la légende, et Ouais. contrairement à ce qu'on voit dans Le Jour le plus Ce long. sont des licences cinématographiques. Une légende de plus qui s'écroule. Il a fait comme beaucoup d'autres, sprinter
passer à travers le pont pour s'en sauver. C'est ça, c'est ce qu'il explique. Tout à fait, oui. De toute façon, il devait être à bout de souffle pour jouer de son instrument. Je sais que ça en prend, du souffle. Mais il avait effectivement joué avant d'arriver au pont de Bénouville, quand même. Guy Gendron, quelles sont les activités immédiates du premier ministre chrétien? Ce soir, il s'en va à une réception à Caen. Le maire de Caen reçoit quelques visiteurs étrangers. Et puis demain, il se rend à Saint-Malo visiter le musée de Jacques Cartier. Et ensuite, il s'en va à Poitiers. Là, maintenant, on revient à une ère plus moderne, aller visiter le Futuroscope. C'est un centre d'attraction un peu à la Epcot Center, si vous voulez, et qui est basé sur une technologie canadienne, celle du IMAX et Omnimax. Alors, il y a plusieurs manèges, plusieurs théâtres qui montrent la technologie IMAX et Omnimax. Et le lendemain, M. Mitterrand doit quitter Poitiers pour se rendre en TGV, en train à grande vitesse, vers Paris, où il rencontrera M. Chirac. Bon, alors Guy, est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter de votre côté pour le moment? Non, je crois pas. Là, on voit les dignitaires qui quittent et je crois que je vais vous perdre dans quelques secondes, le temps qu'ils entrent dans leurs hélicoptères. Je pourrais plus vous entendre. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de voyage, bonne fin de tournée. Merci. Bon, alors, voilà qui complète cette cérémonie à la mémoire de ces Canadiens qui ont débarqué aussi avec d'autres, avec beaucoup d'autres, avec des Américains, avec des Britanniques. D'ailleurs, il y avait des Britanniques qui ont débarqué en secteur Juno, n'est-ce pas? Quelques Britanniques? Oui, il y avait un commando de Royal Marines, oui, qui faisait la jonction, si on veut, entre les deux divisions. Essayait de faire la jonction entre les deux divisions canadiennes et britanniques. Et ça va prendre quelques jours quand même avant de faire officialiser cette jonction, mais ils vont se battre plus ou moins dans le secteur canadien, oui, juste complètement à gauche du secteur canadien, Juno. Donc, deux guerres, hein? Deux guerres qui n'en font pas au Canada, qui ont été très difficiles. 40 000 morts, 39, 45, 60 000, 14, 18. C'est beaucoup? C'est beaucoup, mais en revenant à cette commémoration qui nous intéresse particulièrement, il est peut-être bon de rappeler, alors qu'on a ces images. Non, ça, ce sont des images de la Pointe du Hoc. Ça, c'est un autre haut fait d'armes. C'est sur Omaha. C'est 225 Rangers qui ont pris d'assaut cette falaise. Le général Eisenhower, après leur fait d'armes, avait dit que ça leur prenait du cœur au ventre. Et il y a le président Clinton qui a dit, bien, ces gens-là, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Il faudra encore escalader beaucoup d'autres falaises si on veut vraiment en arriver à la paix. Faisons un peu la tournée et rappelons cette histoire. Le site là, de la Pointe du Hoc, au fond, tel qu'on le retrouve aujourd'hui, est-ce que c'est tel qu'il a été laissé par les Alliés, parce que ça a pris le 8 juin 1944? Oui, non, ça a été un petit peu arrangé, jardiné, je dirais. Il y a encore quelques années, c'était vraiment, on sentait la bataille avec ces bouts de blocos, ces entassements de ruines, tout ça était très très prenant. Maintenant, on voit bien l'herbe étendue, tout ça, ça a été pacifié. Voilà, le paysage a été pacifié, alors que avant ce jardinage, on avait vraiment la sensation physique de la violence de la bataille. Mais il reste que les débris de blocage, enfin, c'est authentique, ça, je veux dire? Oui, non, mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais on en a recouvert un certain nombre. C'était dantesque, véritablement, parce que devant la résistance allemande, les navires de guerre les plus gros, les cuirassés, les croiseurs, ont fait tomber sur cette pointe du Hoc un véritable déluge de feu et ça a été vraiment catastrophique. C'était une vision catastrophique.
Alors, les crevasses ici, ce sont quoi? Des trous faits par les obus? Des trous d'obus? D'obus ou de bombes. Bah, il y avait des obus d'une tonne. Un obus d'une tonne, quand il arrive au sol, ça fait vraiment des dégâts. Il y avait des obus d'une tonne, il y avait les bombardements aériens. Donc le sol c'était un sol lunaire. Avec des trous bout à bout, touche à touche, pratiquement. Parce qu'effectivement, les bombardements aériens avaient commencé quelques jours avant le jour J, avant le débarquement. Et ça avait été très intensif. Très intensif, oui. Très intensif. Très intensif, avec des tentatives répétées pour démolir les casemates qui abritaient les canons. Et malheureusement, ces tentatives ont échoué. Ben oui. Ont échoué. Donc, la seule solution pour neutraliser ces casemates, ce point d'appui fortifié, c'était de l'attaquer, c'était de le prendre d'assaut. De front. De front. Au sommet là, de la pointe du Hoc, on est à quoi? Une centaine de pieds, 35 mètres environ. Donc, c'est d'ici que les Allemands, les troupes allemandes avaient beau jeu pour attendre les Rangers qui avaient décidé de prendre d'assaut la falaise. Enfin, encore une fois, il faut s'imaginer ça avec des types en haut qui ne sont pas du tout d'accord pour que vous montiez et qui vous balancent des grenades. Une grenade, vous pouvez la balancer en restant à l'abri de la tranchée. Pour tirer un coup de fusil ou de mitrailleuse, il faut sortir la tête. Mais les plus gros dégâts ont été causés par des grenades que ces défenseurs allemands balançaient alors qu'eux-mêmes étaient invulnérables, sauf à ce qui venait des bateaux de guerre sur la mer. Et alors là, les destroyers, c'est-à-dire des bateaux légers, des petits bateaux, ont fait des miracles. En tout cas, ils ont pris des risques considérables. Ils se sont approchés de la côte jusqu'à racler leur coque sur le fond pour pouvoir arroser ces tranchées allemandes. Et c'est ce qui a permis finalement aux Rangers de prendre pied sur le bord de la falaise. C'est parce que les défenseurs ont été soumis à un tir par les destroyers, un tir très dense. Mais lorsqu'on est sur la plage, là, enfin au bas de la falaise, on regarde ça de bas en haut, bon, ça a quoi? C'est une centaine de pieds, environ 30, 40 mètres. Comme on dit chez nous, les Japonais, les gens complètement fous pour faire ça. Je veux dire, c'était téméraire, c'était... Oui, c'était téméraire. Non, seulement, c'était l'état d'esprit de ces Rangers. On leur avait dit qu'il fallait faire le job, que c'était absolument indispensable. Et ils l'ont fait. C'était une unité d'élite, assurément. Ils étaient très motivés. Ils savaient que les pertes seraient épouvantables. Ils l'ont fait. De même que les Britanniques ont pris la batterie de Merville. Il devait être 750 pour prendre cette batterie avec beaucoup de matériel. Ils se sont retrouvés à 150. Ils ont quand même pris la batterie. Il y a là, dans les grands moments, quelque chose qui inspire le soldat, qui le fait aller au-delà de lui-même. Sinon, comment comprendre effectivement qu'ils aient eu le courage de se hisser jusqu'au sommet de cette falaise malgré la défense allemande? Oui, on leur avait dit que c'était essentiel. Puis alors, il faut voir, ils le disent tous les vétérans, ils avaient répété ça pendant des semaines, pendant des mois. Ils n'en pouvaient plus des répétitions. Et c'était une sorte de soulagement de se dire, bon, là, en tout cas, c'est la dernière fois. Ouais. C'est la dernière fois qu'on nous fait escalader une foutue falaise. Alors, il y avait eu les falaises anglaises d'abord, et là, il y avait la falaise de France, mais c'était la dernière. Mais pour 135 des 225 Rangers, c'était la dernière des DER. Bien sûr. Et là-dessous, il y a toujours des corps. Il y a toujours des corps américains et allemands mélangés. C'était tellement massif, tellement on n'a pas pu aller chercher ceux qui étaient au fond. Et alors il y a là des Rangers américains et des soldats allemands qui reposent là pour l'éternité. 400 000 Britanniques ont perdu la vie au cours de cette Deuxième Grande Guerre. Évidemment, le début de la fin de cette Deuxième Grande Guerre, c'était il y a 50 ans aujourd'hui, lors du débarquement des troupes en Normandie. 400 000 Britanniques, Raymond, c'est beaucoup compte tenu... Enfin, c'est plus d'abord que les Américains, mais c'est beaucoup compte tenu de ce qui s'est
Il faut se dire qu'ils ont été en guerre plus longtemps avec l'Allemagne que les Américains. Eux, ça date du 3 septembre 1939 et les États-Unis s'amèneront à la toute fin. L'Allemagne déclarera la guerre aux États-Unis, ce qui est une énorme erreur, 3 ou 4 jours après l'attaque contre Pearl Harbor. Donc, ils ont eu du 3 septembre jusqu'à presque au début 42, une campagne qui les a amenés dans des conditions difficiles, puis c'est terminé par Dunkerque. Donc, et les armées. Il faut dire que quand on voit ça me revient tout à coup, quand on voit du documentaire, que ce soit, quel que soit le côté, il y a des gagnants au début, puis des gagnants deviennent des perdants à la fin. Si on regarde les troupes perdantes, elles ont toutes le même air. Elles ont toutes, celles qui ont vu le feu, celles qui ont vu l'enfer, ceux qui ont vu des choses qu'ils jamais n'auraient pu imaginer et qu'ils veulent sûrement ne jamais plus revoir. Alors donc, lorsqu'on fait un bilan des morts dans cette bataille de Normandie, les Alliés, 40 000, m'avez-vous rappelé, M. Kellian? Les Allemands, 80 000, sans compter 20 000, ou à peu près civils. Ça, seulement la bataille de Normandie, à partir du 6 juin jusqu'à la fin du mois avril 44. Du mois d'août 44. On peut donc remarquer le nombre de soldats allemands tués, qui est pratiquement du double de celui des soldats alliés, ce qui s'explique pour toute une série de raisons. D'abord parce que les ordres d'Hitler ont été du début jusqu'à la fin de se faire tuer sur place plutôt que de reculer en maintes et maintes circonstances. Alors, bien heureusement pour eux, beaucoup de soldats allemands ne l'ont pas fait. Ils ont préféré se rendre et se faire prisonniers. Mais d'autres, par contre, ont obéi très scrupuleusement aux ordres du Führer. Je pense en particulier à tous ces gamins fanatisés qui formaient les divisions SS et qui sont très nombreux dans les cimetières du type de celui de Lacambe que nous venons de voir tout à l'heure. Quant aux populations civiles, il est vrai qu'elles ont payé un très lourd tribut à la libération du territoire français, je dirais, puisque proportionnellement, les pertes dans les autres provinces françaises en civil sont beaucoup moindres du fait que les autres provinces françaises ont été, pour la plupart, sauf l'Alsace, pour la plupart libérées très rapidement parce que les Allemands avaient résisté au-delà de leurs moyens, certainement, en Normandie, et donc ont dû lâcher tout le reste du territoire français pratiquement sans combattre. Et des 40 000 morts chez les Alliés, il y en a 5 000 chez les Canadiens, M. Bernier? C'est ça, pour la campagne de Normandie, oui. Il y a un effort... En fait, si on regarde simplement la fin de la bataille de Normandie, nous avons à peu près 100 000 hommes, et donc quand même 5 de pertes fatales, plus nombreuses 18 000 autres pertes de tous ordres. Moi, Raymond, je me suis attardé depuis un certain temps particulièrement à cette bataille de Normandie à l'occasion de ces reportages. Très humblement, j'ai sûrement pas votre expertise, la vôtre, celle des deux autres également, de ces messieurs également. Ce qui me frappe sont les chiffres à chaque fois, les chiffres énormes, des chiffres invraisemblables, je veux dire, et c'est ça, je veux dire, qui saute aux yeux, vraiment, on dit oui, il y a eu tant de morts, mais quand on regarde de façon un petit peu plus détaillée, c'est ça, je veux dire, c'est le gigantisme de tout ça, c'est presque invraisemblable. Et pour revenir à ce que disait notre collègue, notre ami, le nombre de morts du côté allemand peut s'expliquer d'une certaine façon. Les Alliés combattaient pour la démocratie. Les Allemands combattaient à compter de Casablanca, à compter de la demande de reddition sans condition, pour la survie de leur pays, conditionnés en plus par les bombardements terribles qu'ils avaient à subir et des pertes énormes sur le front de l'Est. Et ils étaient motivés par... Le but était de survivre. Et cette annonce étrange de la part de Roosevelt demandant la reddition sans condition, sans en prévenir Churchill, je pense auparavant, même au sein de la résistance en Allemagne, parce qu'il y en avait une, à réunifier tout ce monde en disant qu'est-ce qu'on a à perdre. Et la propagande allemande en a profité. Évidemment, Goebbels est allé au maximum dans ce sens-là. Ce qu'on peut retenir, en tout cas, de ces manifestations marquant les 50 ans du débarquement en Normandie, et les gens se disent, oui, c'est très médiatisé, on en parle un peu partout, il y a même des gens qui auraient souhaité que ça se fît de façon plus intime. Au fond, les gens se disent, si, en parlant et en diffusant ça un peu partout à travers le monde, les gens, et surtout les jeunes, et les gens, de par la télévision en particulier, arrivent à réaliser ce qui s'est passé exactement, ce qui est arrivé. On sent très bien ce que ces hommes ont fait, même avant le 6 juin, le 6 juin et les jours qui suivent. Eh bien, c'est un peu le message, je pense, qu'on retient de ces 2 jours qu'on vient de passer. Et ce qui nous permet peut-être, avant de vous quitter,
d'aller retourner au cimetière de Béni-Revier où s'est déroulée cette cérémonie tantôt avec le président Mitterrand, M. Natochin et M. Chrétien. Je vous propose cette visite. Vous avez perdu beaucoup de proches ou... Ce cousin, parce que ça a marqué énormément notre famille, compte tenu qu'il a été torturé assez longuement. Ça, Vesoul-en-Fleurs, c'est à une dizaine de kilomètres l'un de l'autre et c'est vrai que ça a marqué la famille, énormément, oui, beaucoup. Ça a marqué la famille? Ah oui, oui, oui. Son père, c'était son seul fils. Et ce gamin était né, les parents avaient à l'époque une quarantaine d'années. Donc c'était pas très jeune pour avoir un enfant et n'en avoir qu'un et l'avoir perdu dans ces conditions-là, c'est vraiment pénible. Oui. Vous l'avez su comment qu'il avait été torturé? Moi j'étais enfant, quand c'est arrivé j'avais 5 ans, 6 ans. Et le grand-oncle, enfin l'oncle en parlait sans arrêt parce qu'en plus c'était des conditions très horribles qui sont passées en partie devant la population, quoi. Donc c'était plus que raffiné ce qui avait été fait et ça a marqué énormément le village, énormément. Les âges, hein, c'est 23 ans. Oui, oui, très jeune. 25. Et notre ami anglais avait 18 ans et 3 mois quand il a débarqué, lui. Et je crois qu'il en a vu aussi un petit peu de toutes les couleurs quand il nous explique. Ça a dû être aussi très difficile pour lui. On s'est connus tout à fait par hasard et là aujourd'hui on a fait un petit peu le pèlerinage, des choses qu'il a vues, qu'il a vécues tout au long de cette journée. Et puis, à vrai dire, on l'a fait la main dans la main avec mon mari puis son épouse. Est-ce qu'on se souvient encore de ce qui s'est passé, croyez-vous? Ici, oui, je pense. Parce que pour nous, nous sommes normands depuis plusieurs générations. Sans en parler sans arrêt à nos enfants, nous en avons parlé. Et même à nos petits-enfants. Puisque nous sommes de la génération qui a quand même vécu ça. On ne veut pas qu'il y ait de la haine, mais qu'on n'oublie pas. Je crois que ça, c'est important quand même. Par contre, ce qu'on trouve un peu malheureux, c'est que, ayant voyagé un peu à travers la France, on n'a peut-être pas nous, les mêmes souvenirs et le débarquement n'a peut-être pas autant d'impact auprès de jeunes du Massif central ou de certains villages très au sud de la France comme nous, parce que ça a quand même marqué aussi notre tendre enfance, hein, c'est évident. Et ailleurs qu'en France? Ailleurs qu'en France, je pense qu'on en parle aussi, hein, mais ça dépend où on va. Au Canada, on en parle, c'est évident. Nous y sommes allés et il y a encore des choses très proches aussi. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Allez, tonton Fred. C'est tonton Fred. Ben oui, ben oui. Je ne peux pas ajouter beaucoup de choses après ça. Je pense que ça résume bien des choses. C'est le sens des 2 jours qu'on vient de passer. Pensez-vous, M. Bernier, que ça va rafraîchir la mémoire de certains, qu'il y a un message qui reste? Enfin, je pense que pour les Canadiens, il y a certainement un message de tout ce qu'on a vu durant ces 2 jours. Le Canada, dans la première journée, a fourni environ 1 homme sur 10. À la fin de la campagne, on a environ 1 homme sur 20. Alors, notre rôle est quand même modeste, en quelque sorte, mais je dirais quand même significatif, à bien des égards. Et ce que l'on a vu, les cimetières militaires ou les vétérans que nous avons rencontrés ou que les gens ont vu à la télévision et l'accueil de la population montre bien que ce que les Canadiens, la participation canadienne à cet exploit stratégique et militaire est, somme toute, importante et significative. M. Quélien, est-ce que ça va redonner de la mémoire aux gens? Est-ce que ça va donner de la mémoire? Je l'espère. Je l'espère, j'en suis pas absolument convaincu quand je vois ce qui se passe autour de nous, dans d'autres coins d'Europe, mais enfin, je le voudrais. Moi, je voudrais peut-être souligner quelque chose qui ressort d'ailleurs de tous les reportages que nous venons de voir, c'est que ces hommes qui sont morts, et
à la limite, ce ne sont pas des hommes, ce sont encore des gamins pour la plupart d'entre eux. Ils ont 20 ans, à peine 20 ans, donc des gens qui ont été tués, qui sont morts en fait avant d'avoir vécu. Et je crois que c'est cela surtout qu'il faut retenir, ce sont toutes ces vies qui n'ont pas pu se développer, tous ces gens qui resteront, c'est vrai, éternellement jeunes d'une certaine façon, mais qui ne deviendront pas ce type de charmant vieux monsieur que nous avons vu pendant 2 jours déambuler le long de notre promenoir, c'est-à-dire un vétéran. Raymond, vous aviez fait le 40e anniversaire. Oui, fait le 50e. Encore une fois, je suis étonné par cette invraisemblable expérience qui a réussi pour les forces alliées. On peut peut-être résumer en disant que sur le ceinturon du soldat allemand, on trouvait inscrit « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Ce jour-là, le 6 juin 1944, la Providence était du côté des Alliés, de toute évidence. Ben, je vous remercie infiniment, tous les trois, M. Bernier, M. Quélien, Raymond, je vous remercie beaucoup de l'expertise, vos connaissances. Ça a aidé beaucoup, on l'a apprécié. Quelle expérience pour nous tous, également. Pour finir, j'aimerais vous laisser très simplement sur une réflexion de l'historien Desmond Morton, réflexion sur le courage, et en fait, c'est ça la nature humaine, sans doute. Il a écrit que ces gens-là qui, il y a 50 ans aujourd'hui, sont venus se battre, il dit qu'ils n'étaient pas tous des saints, ils n'étaient pas tous des héros, mais parmi eux se trouvaient des saints et des héros lorsqu'ils combattirent dans la poussière et la chaleur de l'été 1944 en Normandie. Souvenez-vous d'eux, dit-il, et souvenez-vous de leur réalisation. Au nom de nous tous, merci. Bonsoir de Saint-Omer-sur-Mer. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère.